Bienvenue à toi, cher élève. Aujourd'hui, nous allons te présenter plusieurs personnages qui ont marqué l'histoire de 1200 à 1700. Beaucoup de rois se sont succédés durant cette période. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ceux qui ont pu être à la tête du royaume de France. Nous pourrons t'expliquer comment le pouvoir du roi évolue au fur et à mesure des siècles en fonction de l'évolution du royaume de France. Nous verrons aussi au cours de cette vidéo comment les rois deviennent plus ou moins appréciés par leur peuple. Mais c'est quoi un roi ? Un roi, c'est une personne qui exerce normalement à vie le pouvoir sur une population. Cependant, tout le monde ne peut pas devenir roi. Pour mieux comprendre, nous te donnons un exemple. Lorsque le roi décède, c'est alors son fils aîné, donc le plus âgé, qui prend le pouvoir automatiquement. Mais, lorsque le roi n'a pas de fils ou n'a que des filles, il faut remonter l'arbre généalogique pour trouver le futur héritier. Ça peut être alors son frère, son cousin ou son neveu. Nous commencerons cette vidéo avec Louis IX, un roi très proche de son peuple, pieux et charitable qui consacre sa vie à aider les plus pauvres et les malades. Louis IX est né de l'union entre Louis VIII le Lion et Blanche de Castille. Louis IX n'est pourtant pas destiné à régner, c'est d'abord son grand frère, Philippe, qui devait prendre le pouvoir. Cependant, ce dernier meurt, c'est alors Louis IX qui prendra la couronne à 12 ans. Et toi, à 12 ans, tu crois que tu serais capable de diriger la France ? Eh bien, Louis IX non plus. C'est donc sa mère, Blanche de Castille, qui a assuré la régence jusqu'à sa majorité. Attends, je comprends pas. C'est quoi la régence ? La régence, c'est quand le pouvoir est assuré par un membre de la famille royale, lorsque le roi est trop jeune, absent ou reconnu incapable pour gouverner. Autrement dit, c'est une période de transition durant laquelle une personne règne à la place du roi. Revenons à notre petit Louis IX, qui est maintenant bien préparé à son rôle et prend le pouvoir en 1235. Il est attaché aux croyances, aux devoirs et aux pratiques de la religion. Louis IX a renforcé son pouvoir sur le territoire français en obligeant ses représentants à rendre une justice équitable. Ils ont l'interdiction de recevoir de l'argent. À travers des preuves et des enquêtes, il essaye de montrer que Dieu existe. Il devient alors Saint Louis et meurt de la maladie de la peste en 1270. Nous sommes maintenant rendus en 1515. Louis XII, l'actuel roi, est marié à Anne de Bretagne. Ce couple n'a que 2 filles et donc pas d'héritier direct. C'est alors que François d'Angoulême, plus connu sous le nom de François Ier, prendra la couronne en 1515. Durant ses années en tant que roi, François Ier diffusera la langue française dans tout le royaume. Il imposera le français comme langue officielle dans tous les textes et les lois. C'est donc en grande partie grâce à lui que tu parles le français tous les jours. Grâce à François Ier, les châteaux ne sont plus des lieux de guerre, mais maintenant des lieux de réception et de fête. C'est lui qui a commandé la construction du célèbre château de Chambord. Après 32 ans de règne marqué par son amour pour l'art, les portraits, la peinture et l'architecture, François Ier meurt en 1547. Nous passons maintenant en 1589. Henri III est actuellement à la tête du royaume de France. Il est marié à Louise de Lorraine, mais tous deux n'ont pas d'héritier direct. La couronne revient donc à Henri IV. Henri IV est connu pour être un roi chrétien qui prône la tolérance et la paix. C'est ainsi qu'il commande l'écriture de l'Édit de Nantes. C'est quoi l'édit de Nantes ? L'édit de Nantes, c'est un document qui a pour but de couper court à tout conflit religieux. Ce texte met fin aux guerres de religion et considère tous les Français de la même façon, quelle que soit leur religion. Tout cela est résumé dans un document qui a été signé au château de Nantes, d'où son nom, l'édit de Nantes. Henri IV sera néanmoins par la suite beaucoup critiqué pour l'écriture de ce document. Avec cet édit, Henri IV met fin aux 30 dernières années de guerre de religion dans son royaume. Son règne se finit en 1610 lorsqu'il a été assassiné dans les rues de Paris.
Nous terminons cette vidéo avec Louis XIV, aussi appelé le roi Soleil. Il est le fils de Louis XIII et Anne d'Autriche. Il prend la couronne à la mort de son père en 1643. Cependant, à cette date, Louis XIV a tout juste 5 ans. Il ne peut alors donc pas gouverner seul. C'est donc sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal de Mazarin qui prennent la régence pour gouverner à sa place. Mais tu sais ce que ça veut dire, régence, maintenant? Cependant, le peuple n'est pas d'accord avec cette décision. Il se révolte. C'est la période de la Fronde, en 1649. À la mort du cardinal de Mazarin, Louis XIV a 23 ans. Il décide de gouverner seul. Il instaure la monarchie absolue, ce qui signifie que le gouvernement du roi a tous les pouvoirs. Il entreprend de longs travaux au château de Versailles pour inviter des grands artistes tels que Molière et Racine. Louis XIV organise ce qu'il aime le plus, des fêtes somptueuses et de prestigieux spectacles. La vie quotidienne du roi, telle que son lever, son passage aux toilettes, mais aussi sa douche et son coucher, sont mises en scène, comme une pièce de théâtre. Et des courtisans peuvent venir l'admirer. Louis XIV meurt d'une maladie à Versailles en 1715. Il règne donc seul pendant 54 ans. Et voilà, tu en sais maintenant un peu plus sur les rois de France. On se retrouve très prochainement pour que tu découvres les grandes femmes qui ont marqué cette même période. À bientôt!